Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de ImoTalk. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Saad El Haddaj, alias Simo Invest, au sein de ce podcast. Et on va discuter d'un sujet qu'au sein de Moubawab, on voit beaucoup de demandes passer, qui est la location courte durée. Ça veut dire le Booking, le Airbnb ou même sur la plateforme comme Moubawab, on voit de plus en plus de demandes de la demande de courte durée et on voit de plus en plus d'investisseurs qui vont chercher des studios ou des deux chambres pour faire de la courte durée. Par exemple, nous sur Marrakech, sur les derniers 12 mois, on a vu une augmentation de 70% des demandes qui sont orientées pour de la location saisonnière. Ça veut dire entre une nuitée et 7 nuitées, ou enfin moins d'un mois en tout cas. À Casablanca, c'est un phénomène qu'on a vu qui a pris 20% par an sur les 5 dernières années. Ça veut dire que depuis, juste après le Covid en fait, depuis le Covid, juste après le Covid, on a vu une demande de plus en plus forte pour les biens à courte durée. Et donc nous, on les voit par l'engouement qu'il y a eu pour les studios ou pour les deux chambres qui ont une surface optimisée dans des quartiers à forte connotation touristique, à Casablanca, puis donc à Marrakech. Donc la première question, si je suis un investisseur aujourd'hui qui est intéressé pour faire de l'investissement immobilier en courte durée, la première chose que je réfléchis, c'est, et ça je te pose la question, c'est quoi les avantages de faire de la courte durée, c'est quoi les inconvénients? Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu là-dessus? Oui, bien sûr Kevin. Donc déjà, merci pour l'invitation dans ce podcast. Donc la première chose, c'est de savoir les avantages. Donc, comme vous avez dit, il y a un fort engouement par rapport à la location courte durée. Oui. Parce qu'on sait tous que le Maroc, actuellement, il est dans une vision touristique. Donc, en 2024, on a eu 17 millions de touristes et on a un objectif de 26 millions en 2030. Ouais, c'est beaucoup. Donc, voilà, il y a une forte demande touristique et on sait très bien que la location courte durée est très rentable par rapport à la location longue durée. Donc, mais c'est quoi, si aujourd'hui moi j'investis dans un studio ou un deux chambres pour faire de la location courte durée, c'est quoi les avantages par rapport à la longue durée et c'est quoi les inconvénients? C'est quoi les problématiques que je vais avoir si j'ai entre moi la courte durée et la longue durée? Quelle est la différence entre l'un et l'autre si je suis propriétaire immobilier? D'accord. Donc la première chose, ce sera la rentabilité. Donc Okay. En courte durée, on fait x2, x3 les revenus par rapport à la location classique longue durée. Ok. Mais ça, c'est x2, x3 stabilisé sur les 12 mois de l'année ou il y a des mois où je vais faire 0, il y a des mois où je vais faire x10? Comment ça se passe? Tout dépend de l'emplacement, tout dépend de la saisonnalité. Donc ça, c'est des points importants à savoir avant de faire l'investissement. Et ça, comment on peut le savoir avant l'investissement? Ça veut dire, nous à Marrakech, on voit qu'il y a une très forte demande qui avant était saisonnière, qui aujourd'hui est en train de se lisser tout au long de l'année parce que quand je parlais des 70% d'augmentation de demande, c'est pas que pendant l'été ou pendant la saison, même vacances de Noël, fin d'année, sinon c'est tout au long de l'année. À Casablanca, on voit aussi qu'il y a beaucoup de demandes qui est compensée notamment par le business. Mais comment est-ce que je peux me renseigner sur l'évolution de la demande sur des quartiers spécifiques? D'accord, donc il y a des outils sur Internet pour l'étude par rapport à la data. Donc on fait des études pour savoir quel quartier marche mieux, quelle ville a un taux d'occupation supérieur. Donc tout ça, normalement, l'investisseur, il peut consulter des pros pour savoir où investir. Ok, donc là, il vaut mieux s'orienter vers des agences ou des professionnels de la location courte durée pour savoir comment faire l'investissement. Exactement. Okay. Il y a aussi un autre avantage, c'est la flexibilité. Donc il y a plusieurs investisseurs, par exemple les MRE, et donc ils louent toute l'année sur Airbnb et Booking et ils peuvent bloquer le calendrier quand ils viennent au Maroc. Ouais, donc ça, c'est un avantage. Ça te permet aussi d'avoir un pied-à-terre là où tu vas aller. Ça, c'est évident, c'est un super avantage. Exactement. Et aussi, il y a des personnes qui veulent éviter les risques par rapport aux impayés locatifs. Donc, par rapport à la location longue durée, c'est un peu compliqué si on a un locataire qui ne paye pas. Oui. Par contre, sur Airbnb Booking, on est protégé et on aura des revenus récurrents par rapport à la courte durée. Je comprends. Maintenant, c'est quoi les inconvénients? Donc, on peut faire un meilleur rendement locatif par rapport à la longue durée. On a potentiellement moins de risques d'impayé parce que c'est du payé en avance. Ça, c'est deux argumentaires très forts pour. C'est quoi les inconvénients?
Donc pour les inconvénients, je pense que déjà il y a le cadre juridique qui est toujours en cours de structuration. Donc le cadre légal de la location courte durée au Maroc, c'est toujours en cours d'évolution. Il y a aussi l'inconvénient qui est la charge mentale, parce que c'est une activité énergivore entre la gestion des messages, les réservations et les imprévus. Donc il faut soit faire appel à des conciergeries qui vont faire la gestion, et donc là on aura un coût supplémentaire. Et ces conciergeries, alors je vais revenir, donc il y a la partie cadre fiscal juridique, et après il y a la partie cadre opérationnel, je veux dire. Maintenant, je vais revenir sur le juridique juste après. L'opérationnel, pour bien comprendre, aujourd'hui, je crois qu'il y a deux choix. C'est soit je le fais tout seul, ça veut dire que c'est moi qui vais répondre aux messages, c'est moi qui vais faire les visites après, c'est moi qui vais faire donc l'encaissement auprès de Airbnb, Booking ou même Mubawab ou d'autres plateformes, et c'est moi qui vais faire le check-out. Ou sinon, je peux le déléguer. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des agences spécialisées pour faire ça au Maroc? Oui, exactement. Donc, il y a des agences qu'on appelle des conciergeries. Donc, c'est eux qui gèrent toute la partie opérationnelle. Donc, du check-in au check-out, passant par le ménage, réponse aux commentaires, aux messages. Donc, eux, ils peuvent gérer cette partie-là. Donc, tu peux offrir un service. D'ailleurs, c'est comme ça que Simon Invest, c'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs, parce que c'est comme ça que Simon Invest s'est fait connaître. C'est donc, toi, tu prends en charge comme d'autres, il y a d'autres conciergeries qui font ça à Casa, à Marrakech et partout ailleurs au Maroc. Donc toi, tu gères les demandes, les réponses, les visites, le check-in, le check-out. C'est ça. Et après le ménage. Exactement. Quel est le taux généralement qui est pratiqué pour ces activités quand tu sous-traites cette partie de conciergerie? D'accord, donc généralement c'est 20%. Donc c'est aux alentours des 20%. Ça peut monter même à 30% si c'est un bien excentrique de la ville. Ça peut baisser si par exemple c'est une villa très intéressante et là on négocie avec le propriétaire. Toujours l'offre et la demande. Mieux je vais te placer, plus je vais me situer vers 15%. Donc sur chaque réservation, la conciergerie va prendre 15%. Exact. Ces 15% vont inclure les messages, vont inclure le check-in, ça veut dire se déplacer et le check-out, vérifier que tout est bien dans la maison. Très bien. Il y a un problème. Est-ce que je dois avoir une assurance par rapport à ça ou pas? Oui, alors normalement, dans le cahier de charges qui va être fait par le ministère du Tourisme, il y aura une obligation de faire une assurance. Par contre, il y a déjà une assurance habitation ou c'est une assurance pour la location courte durée? Non, ça sera une assurance pour la location courte durée, exactement. Par contre, qui prend en charge si jamais quelqu'un a cassé quelque chose, qui va prendre en charge la réparation, etc. et qui me couvre sur ce sujet-là. C'est ça. Il y a aussi une assurance air cover d'Airbnb parce que souvent les propriétaires ils préfèrent passer par ces plateformes parce qu'ils sont assurés par rapport aux risques locatifs. Ok. Et cette assurance va bien par bien? Ça veut dire à chaque location, je dois payer l'assurance auprès de Airbnb par exemple? Ou est-ce que c'est une assurance globale qui me couvre pour toutes les différentes locations que je peux faire? C'est une assurance qui couvre le bien qui est sélectionné sur Airbnb. Et donc, ça fait partie... sur la location spécifique. Exactement. Ce n'est pas quelque chose qui me couvre pour le reste. Exactement. Ça fait partie du taux de commission d'Airbnb. En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en charge. Exactement. Si on revient sur le cadre juridique et fiscal, aujourd'hui, moi j'ai une question qui est très simple parce qu'on nous l'a posé beaucoup, nous, lorsqu'on a commercialisé des biens à orientation courte durée, à Casablanca, Marrakech, ailleurs. Moi j'ai une question qui est très simple. Est-ce que c'est légal aujourd'hui d'acheter en tant que propriétaire marocain un bien au Maroc et de le louer pour faire de la courte durée sur des plateformes comme Booking, Airbnb, Mubawab ou autres? Est-ce que c'est légal déjà? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui, c'est légal de faire ça. Par contre, il faut respecter les conditions, c'est-à-dire, premièrement, la fiscalité, donc payer ses impôts, avoir un statut juridique, donc soit personne physique, auto-entrepreneur ou SARL, société. Donc déjà, ça, c'est obligatoire de faire le paiement des impôts. Bien sûr. Et le deuxième point, c'est de Il faut le déclarer. En fait, il faut le déclarer pour pouvoir payer ses impôts. Auprès de qui on le déclare aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il faut demander une autorisation d'exploitation. C'est une licence qui va vous donner le droit de faire de la location courte durée, type hébergement touristique. Et à qui je demande cette demande d'exploitation aujourd'hui? Donc actuellement, c'est toujours pas appliqué, donc je ne peux pas répondre avec certitude. Mais généralement, ça sera soit les communes, soit il y a des décrets qui sont en train de passer, qui vont être en application. À la date où on parle, il n'y a rien encore. Enfin,
dans les papiers, c'est bien discuté au sein du gouvernement marocain. Les lois sont en train d'être, enfin les décrets d'application ne sont pas encore sortis, mais c'est quelque chose qui est de toute façon obligatoire pour qu'on sache qui dort où à tout moment, et qui va être donc soit auprès du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, soit auprès du ministère du Tourisme. Exactement. Okay. Il faut aussi faire les déclarations des voyageurs. Donc la fiche de police, qui est faite normalement par les établissements touristiques. Ok, donc si je résume. On a compris les avantages et les inconvénients et les charges qui vont avec. Au niveau fiscal, oui, c'est légal à partir du moment où je le déclare, où je paye les impôts qui vont aller avec et où je fais la déclaration des personnes qui y résident, donc la fameuse fiche de police. Exactement. Donc là, il faut que je comprenne auprès de qui, si aujourd'hui ça va être le ministère du Tourisme ou le ministère de l'Intérieur, pour déclarer que je suis propriétaire faisant de la gestion locative courte durée, et je dois annoncer à chaque fois les personnes qui résident à un instant T. Exactement, et donc mon conseil c'est de toujours suivre l'actualité parce que ça peut changer à chaque moment, et donc il faut suivre qu'est-ce qui se passe et faire appel aux professionnels. Ok, pour moi ça c'est clair. Donc maintenant ce que je voudrais qu'on comprenne, parce que je me mets dans la peau d'un investisseur, je veux investir et je ne veux pas investir pour vivre, je veux investir pour louer. C'est mon cas personnel par exemple. Moi je loue aujourd'hui en tant que… là où je vis, je loue. Par contre j'ai un bien immobilier que j'ai acheté pour faire d'ailleurs du Airbnb à Paris. Et je fais exactement les avantages dont tu discutais avant. C'est un bien d'investissement que je loue, je crois c'est jusqu'à 120 jours ou 130 jours par mois, puis après le reste je peux y aller ou on y va en famille, donc c'est bien parce que personne n'habite à Paris dans ma famille, mais on y va. Maintenant ce que je voudrais comprendre c'est le vrai calcul, donc avantage inconvénient c'est clair, maintenant les vrais coûts. D'accord. Donc j'achète un bien immobilier, on va partir sur 1 million de dirhams, pour se donner une idée, ça peut être un 2 chambres ou une chambre en fonction mais pour faire un calcul simple. Donc moi ce que je sais c'est que j'achète un bien à 1 million de dirhams, ça va me coûter à peu près 7% entre les frais d'acquisition, les frais de notaire, les frais d'enregistrement, les frais à la banque pour si jamais je prends un crédit bancaire pour pouvoir faire l'acquisition. Donc ça me coûtait 7%. Ok. Donc je suis déjà à 1 million, plus 7%, ça fait 1,70 million. Exact. Après, il faut que je le meuble. Exactement. Donc il y a aussi les frais d'agence immobilière si on passe par frais d'agence immobilière. Ok, bien sûr. Et il y a les frais d'ameublement. Frais d'ameublement, donc ça va être 2-3% avec TTC pour le frais d'agence, donc on a 1,1 million. L'ameublement, ça va coûter à peu près combien? Pour un studio, ça peut coûter aux alentours de 50 000 dirhams. Ok. Et tout dépend de la taille. Donc entre 50 et 100 000 dirhams si je vais sur un 2 chambres, grosso modo, donc on va être entre 1 million et 1,2 million. Très bien. Et ensuite, tu m'as dit que si jamais je le passe auprès d'une conciergerie, ça va me coûter 20%. Aujourd'hui, c'est quoi les… Donc ça, c'est à peu près pour… Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes qui écoutent comprennent les coûts. Donc pour un bien d'1 million, en fait, ça va me coûter 1,2 million à la fin de l'histoire. Et puis après, je vais le mettre en location, ça va me coûter 20%. Mais si je le mets en location, ça va me coûter combien à peu près? Est-ce que tu as une idée sur… est-ce que tu peux nous renseigner en tout cas sur les coûts de location par nuitée? Donc avant de faire l'investissement, il faut voir dans ce quartier à combien les Airbnb se louent. Donc c'est un calcul simple à faire pour avoir une idée. On va prendre en question un truc simple. Alors du coup, Casablanca, il y a beaucoup de studios qui sont par exemple vers Bourgogne ou vers les quartiers des Princesses, ou alors on peut aller dans des 2 chambres à Guéliz, à Marrakech, qui vont nous coûter à peu près 1 million de dirhams pour les mêmes biens. Aujourd'hui, dans ces quartiers-là, donc des quartiers centraux dans des villes comme Casablanca ou Marrakech, donc en studio ou en 2 chambres, c'est quoi à peu près le prix de location? Pour un studio, je vais dire entre 500 et 600 dirhams. Okay. Et pour un 2 chambres, ça peut aller à 800 dirhams, 900 dirhams, 1000 dirhams, tout dépend de la déco, la saison et tout ça. Ok. Quand tu dis un 2 chambres, si j'achète un studio et que dans mon studio, je mets une chambre et un canapé lit, est-ce que c'est considéré comme 2 chambres ou c'est considéré comme une chambre? C'est considéré comme une chambre. Okay. Par contre, je peux augmenter la capacité d'accueil. Donc, je peux monter à 4 personnes, par exemple. Ok. Et du coup, ça va me faire passer de 500-600 dirhams plutôt vers les 700-800 dirhams? Pas vraiment. Ça va ajouter un petit plus. Ça va ajouter un plus. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, c'est quoi les taux d'occupation? Parce que moi, je me dis, tu me dis 500 dirhams, je me dis, bon, bah, un studio, 500 dirhams fois
30 jours, ça fait 15 000 dirhams, c'est énorme. Parce qu'une location, une location longue durée, on serait plutôt sur un bien similaire sur de 6 000 dirhams. Donc je peux faire x2, x3, ce que tu me disais avant. C'est top. Mais derrière, donc j'ai les impôts à payer, mais c'est quoi le taux d'occupation? Combien de nuits par mois je peux espérer louer le bien? Donc, par exemple, à Casablanca, on a un taux d'occupation plus ou moins moyen de 60%. Okay. Mais ça reste toujours à la performance de l'agence qui va prendre ce bien en gestion. Parce que si l'annonce est bien optimisée, s'il y a des bons commentaires, s'ils font un bon travail, ils peuvent monter ce taux d'occupation à 70%, à 80%. Et ça doit être calculé en moyenne, donc une moyenne de toute l'année. Très bien. Donc là, tu me dis que le taux moyen il peut être à 60%, ça veut dire qu'il y en a qui sont à 90%, il y en a qui sont à 40%. C'est quoi les clés pour réussir? Moi, je veux demain acheter un appartement à Casablanca, à Marrakech, à Tanger, à Agadir pour faire ça. C'est des destinations qui ont beaucoup de demandes. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas être dans la moyenne? Comment je peux faire pour être au-dessus de la moyenne? C'est quoi les clés pour réussir? Donc la première chose, ça va être l'emplacement. Donc ça représente 80% du succès de cet hébergement. Après, il y aura aussi le prix d'acquisition qu'il faut le négocier parce que les bonnes affaires se font à l'achat. Et après, il y aura aussi la décoration. Il faut faire appel à des décorateurs d'intérieur. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir bien mettre en avant le bien. Exactement. Donc si le bien il est bien décoré, s'il y a une déco qui nous fait sortir du lot, donc on aura plus de réservations qu'un autre Airbnb. Parce que le problème actuellement, c'est que tous les logements, ils sont similaires. Oui, ils se ressemblent. Ouais. Alors si on arrive à sortir du lot par rapport à la déco, donc c'est un avantage. Après, on aura l'optimisation des annonces. Donc tout ce qui est titres, photos, professionnels, description, pricing, les conditions de réservation. Donc tout ça, ça joue à notre faveur si on est bien, on fait un bon travail. Donc on aura plus de réservations qu'un autre. Et les commentaires aussi, parce que moi quand je me déplace à l'étranger et que je vais sur Airbnb, je regarde beaucoup les commentaires. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, c'est aussi le poisson qui se mord la queue. Si aujourd'hui je veux me mettre, je veux faire de l'investissement immobilier pour faire de la courte durée. Comment je vais faire pour avoir du monde au début? Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faut mettre les prix plus bas du marché un peu au départ pour avoir du monde, donner un bon service. C'est ça. Ce qui va me permettre d'avoir de meilleurs commentaires et après de pouvoir monter mon prix en gardant le même niveau de service. Exactement. Parce que le but, c'est ça au final. Il y a aussi une grosse partie des commentaires qui vont orienter la décision des voyageurs. Exactement. Donc, le plus important, c'est l'expérience des voyageurs. Parce que le voyageur, il est là pour vivre une expérience. Ce n'est pas juste pour louer et avoir un lit. Donc c'est tout l'accompagnement par rapport aux conseils, par rapport aux messages, par rapport aux aides qu'on peut apporter en tant qu'hôte. Donc tout ça, ça va se refléter dans les commentaires. Et ça va permettre aux prochains voyageurs de réserver s'ils vont lire. C'est un gros avantage aussi pour la conciergerie. Si on répond bien aux messages rapidement, si jamais on a un bon accueil, on explique bien comment arriver, on est là, même s'ils arrivent à 23 h ou à 2 h du matin pour être là pour les accueillir et pouvoir leur donner la clé, les aider. Ça, c'est aussi un gros avantage de passer par des conciergeries pour être sûr d'avoir une bonne note, ou en tout cas pour optimiser cette bonne note et avoir plus de monde. Ok, c'est clair. Donc, si je résume un peu ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Les tendances, en tout cas il y a une énorme tendance à Casablanca depuis 5 ans et à Marrakech depuis 2 ans et à Tanger et à Agadir sur les derniers 2 ans aussi, qui vont avec un peu l'engouement qu'on voit ces dernières années pour le Maroc vers la location courte durée. Donc ça c'est évident qu'il y a un marché à prendre et dans l'hôtellerie et dans la location de courte durée pour des particuliers. Ce que je comprends aussi c'est qu'il y a des avantages qu'on peut optimiser le prix notre investissement locatif, mais qu'il y a des désavantages qui vont être la charge mentale, donc pouvoir le déléguer auprès de professionnels qui font ça. Ça, on peut gérer ça. Très bien. Et après, il va y avoir le cadre légal et fiscal qui est là et simple. Il faut juste répondre à ce cadre légal, se déclarer auprès des autorités pour avoir une licence d'exploitation et payer les impôts qui vont avec, bien évidemment. Et après, quand on fait notre calcul de coûts, il faut bien prendre en compte tous les coûts depuis le départ et évidemment les coûts d'exploitation qui vont là avec. Mais même si on était à 60-70% sur un loyer dans la tranche basse à 500 dirhams par nuitée, ça fait 500 dirhams x 30, ça fait quand même 15 000 dirhams. 15 000 dirhams, même si on est à 60%, ça fait 9 000 dirhams, c'est au-delà, supérieur
quand bien même on me retranche les 20%, c'est au-delà de ce qu'on pourrait avoir avec une location longue durée, avec ses avantages. Donc après, il faut avoir un bien bien placé, il faut avoir un bien qui répond aux critères que j'ai évoqués juste avant. Et à ce moment-là, c'est quelque chose d'intéressant. Comment tu vois, toi, les prochaines… parce que là, je te parle, moi, des derniers 5 ans. Comment est-ce que tu vois les prochaines 5 années, jusqu'à la Coupe du Monde, en tout cas, au Maroc? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va continuer de croître ou comment tu le vois? Donc déjà, vous avez bien fait le résumé, donc c'est tout ça. Et je pense qu'il y aura un marché en pleine évolution et en pleine croissance, vu qu'il y aura la Coupe du Monde en 2030, il y aura d'autres événements au Maroc, et il y a une vision du pays qui se développe vers le tourisme. Non, c'est évident. Donc c'est clair que… Et il y a de plus en plus de monde qui veut venir au Maroc et c'est une très bonne nouvelle. Oui. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements d'experts, Saad. On te suit sur Imo Invest. Je suis ravi de t'avoir accueilli aujourd'hui dans nos bureaux et j'espère à très bientôt. Merci Kevin pour cette invitation et à la prochaine. Merci et à très bientôt pour un prochain épisode de Imo Talk.